Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 16. Je m'appelle Max et je vous propose d'aller faire un tour dans cette énergie du vide qui n'est pas si vide que ça en réalité. L'énergie du vide dominant l'univers est appelée en d'autres circonstances air ou espace. D'une manière prosaïque, l'air nous sert à respirer. Il permet aussi la propagation du son, le transport du pollen, des météorites. Il sert également à la pensée, si l'on parle par exemple de télépathie. La fascination pour l'air, l'espace et le vide se traduit par notre envie de voler en parapente ou en fusée, mais aussi par un besoin de penser qu'au-delà des nuages se trouve la demeure transcendante de mystérieux interlocuteurs tels que les dieux, les anges, les êtres galactiques ou quelque esprit que chaque culture se représente à son image. N'oublions pas aussi qu'il nous protège des radiations. L'air n'est jamais synonyme de rien, même si nos yeux physiques ne perçoivent a priori pas grand-chose. L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est normalement incolore, invisible et inodore. Prenons l'exemple de la montgolfière pour comprendre le rôle mécanique de l'air. De l'air est enfermé dans une enveloppe que l'on appelle le ballon. Il est chauffé par la flamme du brûleur. Les molécules d'air enfermées dans l'enveloppe s'agitent. Elles deviennent plus distantes, moins denses et montent alors vers le haut de l'enveloppe. C'est ainsi que cela fonctionne. Si l'air n'est pas synonyme de vide ou de rien, il en va de même pour l'espace, en raison par exemple de la présence de rayons cosmiques ou du rayonnement fossile. Quant à l'univers, s'il semble vide à nos yeux d'humains, il est en réalité le lieu où se propagent des champs électriques et magnétiques ainsi que des fourmillements hyper puissants nommés fluctuations quantiques. À ce propos, le physicien Richard Feynman disait « Il y a suffisamment d'énergie dans 1 mètre cube d'espace pour faire bouillir tous les océans du monde. » Arrivez-vous à imaginer une telle chose? Bien qu'il n'y ait pas d'air dans l'espace, les sondes de la NASA ont enregistré divers sons, comme si chaque planète, étoile ou nébuleuse possédait une signature sonore électromagnétique. Ainsi, le vide intersidéral est plein de sons primordiaux et de vibrations troublantes. Bref, derrière le vide apparent du cosmos se cache un tumulte que nos yeux ne peuvent voir ni observer directement. D'ailleurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous-mêmes sommes constitués de 95% de vide, c'est-à-dire d'énergie invisible, probablement aussi tumultueuse que le cosmos. L'espace est plein d'énergie libre et Nikola Tesla pensait qu'il constitue un réservoir d'énergie renouvelable capable d'alimenter la planète. Intéressons-nous à l'onde sonore qui elle aussi habite le vide de l'air et participe à la construction de la matière. Pour mieux comprendre ceci, parlons de ce que l'on a appelé l'effet Schladming. Friedrich Schladming était physicien et musicien allemand. Il fut surnommé le père de l'acoustique. Entendu ou non, le son est une onde qui traverse tous les états de la matière, le gaz, le liquide, le solide, le plasma, et ce à une vitesse bien sûr dépendante du milieu. Le physicien Friedrich Schladming s'est servi de son archet pour faire vibrer le bord d'une plaque couverte de sable fin. Il constata que le sable s'ajustait en figures géométriques en fonction de la fréquence. Le tableau quadrillé blanc et noir que vous avez sur l'illustration rassemble quelques-unes de ces symétries. Il constata que le même phénomène se reproduisait avec un liquide. Plus la fréquence était élevée, plus la figure géométrique devenait complexe, et les figures géométriques s'avéraient infinies.
Notez que ces figures et symétries universelles ne sont pas sans rappeler les symétries présentes chez les végétaux, les animaux terrestres, ainsi que dans le cosmos. Les ailes des papillons sont un bon exemple de ces symétries gracieuses, mais on pourrait prendre évidemment d'autres exemples. Napoléon, fasciné par une telle expérience, dira du physicien: cet homme rend le son visible. L'effet Chladni montra que l'onde sonore interagissait et façonnait la matière, et donc le vivant qui est lui aussi fait de matière. Examinons maintenant le cas des ondes magnétiques terrestres. Existe une onde radio-atmosphérique permanente s'enroulant électriquement autour de la Terre sur une épaisseur d'environ 55 km entre la croûte terrestre et l'ionosphère. Sa résonance électromagnétique permet de calculer le taux vibratoire de notre planète et de déterminer la force des champs magnétiques terrestres. C'est pourquoi elle est souvent considérée comme le battement du cœur de la Terre. Certains envisagent la possibilité que nos rythmes internes interagissent avec cette résonance, tant sur le plan de la santé physique que mentale, en influençant les pulsations du cerveau humain. Ce battement du cœur, comme il fut nommé, de la Terre, fut identifié comme tel en 1944 par le fondateur de la théorie des quanta et prix Nobel de physique, Max Planck. Il fut identifié comme un champ qu'il nomma, je cite, la matrice, c'est-à-dire une énergie faisant la connexion entre tout ce qui existe. Ce phénomène est nommé la résonance de Schumann. En conclusion de cette capsule, disons que ce que nous appelons l'air, l'espace et le vide ne sont jamais rien. Ils sont au contraire le lieu d'une connectivité universelle où il se passe plein de choses que nous voyons parfois avec nos yeux, parfois avec nos technologies, ou tout simplement que nous ne voyons jamais. L'espace est infiniment plein. Les générations futures découvriront probablement énormément de choses sur lui. Il est la source de toute réalité et de toute matière dont nous sommes la subdivision.